Madame, Monsieur, bonsoir. Stéphane Diagana est en bronze au championnat du monde de Göteborg. Une légère déception pour le Français qui courait après l'or sur le 400 mètres haies. Dans un instant, nous irons à Göteborg rejoindre Stéphane Diagana. Göteborg où la journée a encore été riche avec la disqualification de Gwen Torrens, l'américaine, aux 200 mètres, alors qu'elle avait gagné l'épreuve. Et puis le record du monde au triple saut de l'Ukrainienne Kravets, elle a amélioré le précédent record de près de 50 cm. Les autres titres de l'actualité, la découverte franco-américaine sur l'obésité, la tentative d'attentat contre le roi Juan Carlos, les malheurs des petits porteurs d'Eurotunnel et ceux de VSD, l'hebdomadaire de François Siegel, qui dépose son bilan. Il sera notre invité dans ce journal. C'est sans doute un grand pas pour la science et un petit pas pour l'homme, en tout cas pour ceux qui souffrent d'obésité. Une équipe de chercheurs franco-américaines a réussi à mettre en évidence la première anomalie génétique qui prédispose à l'obésité. Elle l'a fait à partir d'études du CNRS sur des Indiens de la région d'Arizona et sur des familles françaises. Même si ce n'est pas la solution pour lutter contre l'obésité, c'est en tout cas une piste de recherche et de développement fabuleuse qui devrait aller très vite. Sans jeu de mots, le marché est énorme quand on sait qu'un tiers des Américains est obèse. Jean-Daniel Flézaquier et Jacques Gérard. Célia Chartier et sa mère ont un problème de poids. Elles ont essayé tous les régimes de la Terre en vain. D'autres se seraient résignés depuis longtemps. Célia, elle, reste plutôt optimiste. Je suis comme je suis parce que j'ai un problème. Parce que j'ai un gène qui ne va pas, qui est de travers. Donc pour ça, j'espère qu'on trouvera une solution. Et une partie de la solution n'est sans doute plus très loin. En effet, des équipes de recherche françaises et américaines viennent de démontrer que dans l'obésité, qui touche environ 10% de la population, existe une anomalie de ces cellules graisseuses qu'on appelle des adipocytes. Chez une personne normale, lorsque l'adrénaline vient stimuler ces cellules, la graisse va fondre. Chez les personnes qui sont porteuses d'une anomalie comme Célia, non seulement l'adrénaline ne fait pas fondre la graisse, mais bien au contraire, les cellules graisseuses ont tendance à se remplir de nouveau. Les chercheurs ont pu, grâce à l'informatique, mettre en évidence un modèle de la partie anormale de la cellule, ce que l'on appelle le récepteur, et déjà la quête du médicament réparateur est lancée. Si on peut agir sur ce récepteur, on pourrait effectivement traiter beaucoup de cas d'obésité. On savait guérir l'obésité chez le rat et la souris en agissant sur ce récepteur. Chez l'homme, on n'avait jamais pensé que c'était possible. Maintenant, je crois que pour la première fois, on peut penser que c'est possible. La course aux médicaments de l'obésité se joue entre une dizaine de laboratoires pharmaceutiques, principalement américains. Et le vainqueur va gagner gros. Depuis la victoire de Marie-Josée Pérec, et sachant qu'il avait réalisé la meilleure performance de l'année aux 400 mètres, tout le monde pensait que Stéphane Diagana serait médaille d'or au championnat du monde de Göteborg. Malheureusement, le Français a été distancé 2 fois sur ces 400 mètres haies. Il remporte quand même une médaille de bronze. Laurent-Frédéric Bollet et Bruno Giraudon. Et oui, le vainqueur est américain, il s'appelle Derek Atkins et Stéphane Diagana ne peut que le féliciter. Stéphane qui termine 3e et qui empoche la médaille de bronze. Mais c'est vrai qu'au départ, on osait rêver à l'or. Stéphane, auteur de la meilleure performance mondiale de l'année, détenteur du record d'Europe depuis peu, Stéphane donc avait sans doute les moyens de s'imposer. Dès les premiers 100 mètres, l'évidence pourtant saute aux yeux. Atkins au couloir 4 est parti comme une fusée, là où Stéphane au couloir 6 s'est contenté de partir vite. Et cet écart ne va presque jamais bouger. À ce moment, le Zambien Matete au couloir 3 pointe le bout de son nez. Comme prévu, cela va être une lutte serrée entre les 3 hommes, un duel au sommet entre les 3 meilleurs mondiaux. À l'amorce des derniers 100 mètres, Atkins est en avance, mais Stéphane va alors donner l'impression de revenir. Au contraire, après la dernière haie, c'est lui qui va céder. Atkins, Matete, Diagana, c'était donc le tiercé gagnant. Ça a été une telle empoignade entre ces 3 garçons que moi, je n'ai eu aucun regret. Je n'en ai encore aucun maintenant. Je trouve qu'il s'est tellement bien battu que je suis heureux. Je suis heureux. Même de cette 3e place, il y aura des choses à tirer de ça. Je dirais qu'il n'a pas pris le départ qu'il prend d'habitude. Et je crois que ça lui a coûté, peut-être pas la médaille d'or, mais peut-être la médaille d'argent. Stéphane échoue donc de nouveau aux portes d'un titre. 3e bien sûr, c'est bien, c'est la 2e médaille française de ces championnats. C'est surtout un excellent tremplin pour les JO d'Atlanta. Il faut cultiver l'optimisme. Alors avec nous en duplex de Göteborg, Stéphane Diagana. Alors, bravo pour cette médaille de bronze, Stéphane. C'était pas évident au départ. Vous n'êtes pas trop déçu? Non, c'est pas trop, un petit peu parce que effectivement
Je pouvais rêver alors, sachant les possibilités que j'avais cette année. Mais bon, c'est un championnat, c'est un contexte un petit peu différent de celui des meetings. Et ce qu'il faut surtout, c'est bien connaître le 400 haies, être régulier sous les 48 pour pouvoir espérer remporter un grand championnat. Et bon, ce petit jeu-là, c'est Derek Atkins le plus régulier. Donc il faut encore un petit peu de travail, un petit peu d'expérience sur la discipline, et puis ça va venir. Stéphane, est-ce que ça ne vous aurait pas gêné finalement le fait qu'on annonce plusieurs fois au cours de ces derniers jours que vous alliez avoir l'or? Non, ça ne m'a pas gêné parce que je connais bien ma discipline, je connais bien mes adversaires, et je sais que Derek Atkins et Samuel Matete sont toujours très dangereux, que ce soit en meeting et pour la première fois Derek Atkins dans un grand championnat qui monte sur un podium et sur la plus haute marche. Et donc pour moi, j'avais pas la position de favori. Je savais que si je réalisais une belle course, si j'avais tous mes moyens le jour J, je pouvais remporter le titre. Maintenant, ce n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas non plus pour Derek Atkins qui gagne dans un temps modeste. Et Samuel Matete aussi, 48,03 pour la deuxième place. C'est pas très rapide, mais on était tous en dedans. Moi, peut-être un petit peu plus que les autres, et ça donne ce résultat. Mais non, je peux pas être déçu dans la mesure où c'est des gens de valeur qui sont pour moi, et j'espère bien prendre ma revanche à Atlanta. Stéphane Diagana, on a vu lors de cette course, on s'est aperçu que vous aviez pris un départ qui était peut-être pas excellent, et il y a toujours ce finish où on a l'impression que vous allez revenir, et puis finalement vous échouez à chaque fois aux portes vraiment du titre. Oui, c'est un petit peu différent pour ce qui est du départ. Le tirage au sort ne m'a pas été favorable. J'étais au couloir 6, donc j'ai servi de point de repère pour Matete et Atkins. Moi, je n'avais plus de point de repère après 150 mètres de course, dans la mesure où je remonte malgré ce départ moyen, le japonais et le russe assez vite. Donc après, je cours en aveugle, et quand ils reviennent sur moi, je réagis sur la fin. Mais pas suffisamment ou trop brutalement surtout, et ce qui fait que dans les 15 derniers mètres ça flanche un peu. Un tout petit mot, Stéphane, je ne sais pas si vous avez vu les déclarations de Marie-Josée Perret qui s'en prend à l'athlétisme, enfin la direction de l'athlétisme français, lui reprochant son manque de professionnalisme et la façon que la direction n'a pas eu de faire pression suffisamment à Göteborg pour que le calendrier des épreuves de Marie-Josée Perret soit compatible avec le double pari qu'elle voulait entreprendre. Vous avez l'impression aussi que la direction de l'athlétisme français n'est pas à la hauteur de ses ambitions? Je ne sais pas, je l'apprends la déclaration de Marie-Jo, parce que je pense que dans un premier temps elle avait réagi favorablement dans la mesure où le programme avait été adapté. On avait rajouté 1 heure de récupération pour qu'elle puisse enchaîner la série du 400 haies et la finale du 400 mètres. Mais elle était peut-être un petit peu déçue, surpris, parce qu'elle avait été satisfaite de ce changement d'horaire, et ça me surprend. Bon, en tout cas, merci beaucoup, bravo pour votre médaille, merci beaucoup, et puis donc on suivra vos prochaines courses avec attention. L'américaine Gwen Torrence a raté le doublé. Après le 100 mètres, elle n'empoche pas la médaille d'or dans le 200 mètres qu'elle a pourtant gagné. Elle a été disqualifiée. Jean-Jacques Sanchez. Les dernières foulées avant la ligne d'arrivée du 200 mètres. Comme lors du 100 mètres il y a 2 jours, Gwen Torrence devance dans l'ordre la Jamaïcaine Merlene Ottey et Rina Privalova. 21 secondes 77, l'Américaine vient de réussir un doublé, mais quelques minutes plus tard, surprise, les juges la disqualifient pour avoir empiété sur la ligne voisine. On constate en effet l'erreur de Gwen Torrence. Merlene Ottey devient ainsi championne du monde, un premier titre remporté à 35 ans, un titre qu'elle aurait certainement voulu gagner autrement. Troisième essai d'Inissa Kravets, les 2 premiers ont été mordus. L'Ukrainienne s'élance pour une dernière chance. Tout le stade l'a compris, Inessa Kravets pulvérise le record du monde, 41 cm de mieux, soit un saut de 15,50 m. C'est le nouveau record du monde. Yongchen Zhao vient de s'écrouler, il était alors en tête du 50 km marche. Chaleur, fatigue, le Chinois laisse filer Valentin Kononen, qui devient donc champion du monde en 3h43 minutes et 42 secondes. Second à Stuttgart en 93, le Finlandais obtient là une belle revanche. Le roi Juan Carlos a sans doute échappé à un attentat. 3 membres d'un commando de l'ETA ont été arrêtés aux Baléares par la police espagnole alors qu'ils préparaient, semble-t-il, un attentat contre la résidence d'été de la famille royale. Ce n'est pas la première fois que le roi est ainsi la cible de l'ETA, et l'un des membres du commando qui a été arrêté n'en était pas non plus à sa première tentative. Son arrestation a provoqué d'ailleurs une série d'interpellations au Pays basque français. Agnès Varagnon. Le commando arrêté la nuit dernière était suivi pas à pas par la police depuis le 17 juillet. Ce jour-là, les services français repèrent un voilier suspect dans le port de Nice. Un bateau
qui s'amarre quelques jours plus tard à Palma de Majorque. Les 3 hommes à bord louent alors un appartement, situé, coïncidence, tout près du palais royal où la famille de Juan Carlos passe ses vacances. L'hypothèse d'un attentat en préparation contre le roi se renforce quand dans l'appartement la police trouve des armes, dont plusieurs fusils à lunettes et des documents. Le commando s'intéressait de près aux faits et gestes de la famille royale. Surtout, un des hommes arrêtés, militant de TA depuis 30 ans, a déjà été condamné pour tentative d'attentat contre le roi en 1978. Pourtant, d'après la police, le commando pouvait tout aussi bien viser la réunion des chefs d'État européens en septembre aux Baléares. La stratégie de TA semble aujourd'hui claire, taper haut et fort dans la classe politique. En avril dernier, le chef de l'opposition espagnole échappait de peu à la mort dans un attentat à la voiture piégée. Par 4 fois déjà, des attentats visant Juan Carlos ont été déjoués. Le souverain espagnol est apparu serein aujourd'hui devant les caméras, décidé à poursuivre ses vacances. La France mettra un point final à ses essais nucléaires après le mois de mai 1996. Passé la série de 7 ou 8 essais annoncés par Jacques Chirac, il n'y aura plus la moindre explosion atomique, aussi minime soit-elle. La France l'a réaffirmé officiellement à Genève, une annonce saluée par le gouvernement australien. Thierry Tuillier. Plus qu'une révélation, la proposition française confirme ce que Jacques Chirac avait déjà laissé entendre. Après le dernier des 8 tirs prévus en mai 1996, la France souhaite arrêter définitivement tous ses essais nucléaires, y compris de faible puissance. Position prise ce matin à Genève dans le cadre très officiel de la conférence sur le désarmement. La France est déterminée à tout mettre en œuvre pour que l'objectif de signature d'un traité d'interdiction complète des essais à l'automne prochain puisse être atteint. Le président de la République s'y est engagé, cela se fera. La réaction australienne ne s'est pas fait attendre. Gareth Evans, le ministre des Affaires étrangères, s'est bien sûr félicité de la proposition française, une avancée importante vers la fermeture définitive de Mururoa. Et ça, dit-il, c'est vraiment un excellent résultat. Mururoa fermé en tant que centre d'essai, et c'est bien sûr la question de sa reconversion qui est posée. Ses effectifs diminués de moitié depuis 1992 seraient reclassés, le site éventuellement transformé en observatoire de l'environnement, ou pourquoi pas en club méditerranéen. Hypothèse ou boutade, c'est selon, évoqué ce matin au Quai d'Orsay, mais qui n'a pas vraiment pris de court le patron du club. Si des responsables mondiaux nous disent qu'il n'y a aucun risque, les Français comme les autres, y compris les Australiens, les Japonais et les Américains, seront heureux d'y passer quelques jours de vacances si c'est un bel endroit. Et les militaires savent choisir les beaux endroits. Alors, après les militaires, le club méditerranéen. Mais avant un très hypothétique débarquement de gentils organisateurs, les militaires vont devoir résoudre un autre problème plus urgent. Car les antinucléaires comptent bien maintenir la pression sur la France d'ici le premier tir prévu début septembre. À l'étranger, Boris Eltsine propose son plan pour la Bosnie. À l'issue de sa rencontre avec le président serbe, Slobodan Milosevic, il a surtout accepté l'idée de rencontrer à Moscou les présidents bosniaques et croates. On sait que le président Tudjman avait refusé de se rendre à Moscou aujourd'hui au motif que son homologue bosniaque n'y allait pas. Sur le terrain, les Serbes de Krajina continuent d'affluer à Belgrade. L'exode est massif et les conditions dans lesquelles il se déroule sont décrites comme très mauvaises par des responsables d'organisations humanitaires. Certains convois de Serbes ont été lapidés à leur départ de Krajina. Le reportage à Belgrade de Jacques Merlino et Georges Janssen. Il n'était hier que quelques centaines, ils sont ce soir des milliers à tenter de trouver refuge à Belgrade. Ils arrivent en tracteur, en autocar ou en camion, une population épuisée et hébétée par le choc de la défaite. Ils viennent de Krajina ou des villages proches de la frontière. Ils ont traversé la Bosnie, certains se sont fait mitrailler, d'autres ont reçu des pierres, comme cet autocar dont toutes les vitres ont été cassées à coups de pavé. Ce sont les Croates qui nous ont attaqués, dit cet homme. Ils espéraient trouver refuge dans Belgrade, mais la ville n'en veut pas. La police les détourne vers les villages environnants. C'est que Belgrade connaît une agitation qui ne lui est pas coutumière. Hier soir, en plein centre-ville, un meeting réunissait plusieurs milliers de personnes au cri de Milosevic trahison, et certains demandaient une sanction plus radicale. La même colère se retrouve devant les locaux de la Croix-Rouge, là où sont affichées les listes de réfugiés.
Ici, on vient avec l'espoir de retrouver un frère, une sœur, un cousin, et l'angoisse de ces familles disloquées est totale. Samo ono koga srce boli, on zna kako je. A ovo drugo? Elle vit à Belgrade et la famille était là-bas. Elle ne sait pas ce qui est arrivé avec la famille. La propagande nationaliste serbe se trouve donc prise à son propre piège. Milosevic, qui avait tout promis, doit aujourd'hui chercher un compromis. Et les gens de Belgrade, hier insensibles aux douleurs des autres, découvrent à leur tour l'horreur de la guerre. Et l'ONU vient d'annoncer son prochain retrait partiel des casques bleus en Krajina. Les soldats croates, eux, se sont officiellement excusés auprès de la BBC après avoir tué un journaliste de la BBC dans la région de Bihać. Ce soir, les États-Unis dénoncent les exactions commises par les Serbes de Bosnie au cours de la chute des enclaves de Srebrenica et Zepa. Sur des photos satellites, des milliers d'hommes et d'adolescents se trouvaient massés dans un champ près de Srebrenica. Quelques jours plus tard, au même endroit, les photos montrent une grande surface de terre fraîchement creusée. Pour les Américains, il pourrait s'agir d'un charnier. Ces preuves vont être remises au tribunal des Nations Unies sur les crimes de guerre. Le chiffre de personnes disparues après la chute de Srebrenica varie entre 1500 et 10 000. La chute des enclaves musulmanes en Bosnie avait provoqué l'indignation d'une centaine d'artistes au Festival d'Avignon. 6 d'entre eux, dont Ariane Nouchkine, ont entamé depuis vendredi une grève de la faim. Pascal Deschamps et Michel Gianoulatos. L'image avait de quoi surprendre ce 20 juillet. Un portrait du général Mladic qui flotte sur le palais des papes et des artistes qui lisent un drôle de texte. Des artistes qui disent refuser la désertion des gouvernements, qui affirment qu'il n'y a pas d'impuissance politique ni militaire, presque une confusion des genres. Mais 15 jours après, c'est au mur d'un théâtre que Mladic s'exhibe. Et ces mêmes artistes ont décidé d'aller plus loin. Depuis 7 jours, ils ne mangent plus, pour exiger la protection effective des enclaves bosniaques et de ces civils, pour en tout cas dire non à l'hypocrisie. Il y avait une question un peu de vie et de mort là-dedans. Et donc, on ne pouvait pas faire ça, signer puis partir en vacances. Et c'est un peu... Enfin, je crois que pour tous ceux qui font la grève de la faim, ça a d'abord ce sens-là. Mettre quelque chose de soi-même en jeu. Tout d'un coup, sous prétexte que, ça y est, des populations serbes souffrent à leur tour, ce qu'il ne faut pas laisser faire, mais les populations bosniaques sont oubliées, comme par un coup d'éponge. Comme si, les populations serbes sont sur les routes, ça nous donne une excuse de plus pour ne même plus y penser, pour ne plus rien faire. Déjà 10 000 signataires leur ont apporté leur soutien, parmi eux des dizaines d'artistes à qui nous ne demandons trop souvent que de nous distraire. Car sur ces murs où le drame yougoslave s'affiche au jour le jour, le bruit et la fureur d'aujourd'hui trouvent de bien curieux échos. Une crise au plus haut sommet de l'État vient d'éclater en Irak. 2 gendres du président Saddam Hussein et leurs épouses se sont réfugiés en Jordanie. La raison essentielle de cette fuite, selon le chef de la diplomatie jordanienne, serait la détérioration de la situation en Irak après 5 ans de blocus. Et puis en Algérie, la journaliste de l'Hebdo Libéré, annoncée comme morte mardi par son journal, est en fait bien vivante. Elle était chez ses parents, loin d'Alger. Reste à identifier le corps de la femme retrouvée assassinée. Les 600 000 actionnaires français et les 120 000 actionnaires britanniques d'Eurotunnel s'arrachent les cheveux en voyant le prix de leurs actions chuter et ils deviennent de très mauvaise humeur quand ils apprennent que des banques auraient gagné de l'argent dans l'affaire en commettant un délit d'initié. La commission des opérations de bourse a enquêté et elle a transmis son rapport au juge Perron. Luc Bazizin et André Germain. Un tunnel devenu un véritable cauchemar pour ces petits actionnaires. Eurotunnel croule aujourd'hui sous les dettes et l'action ne cesse de chuter. Seuls privilégiés, les banques qui ont tiré leur épingle du jeu et encaissé plus de 21 milliards de francs d'intérêt en 9 ans. Plus grave, certaines ont fait de bonnes affaires profitant d'informations privilégiées au moment de l'augmentation de capital en juin 1994. Sachant qu'une augmentation de capital allait se faire à 22,50 francs, certains ont pu être tentés de vendre des titres à 50 francs, court côté du moment, dans l'espoir de les racheter bien moins cher et d'engranger une plus-value. Différence entre 50 francs le cours de vente et le rachat à 22,50 francs. La COB, le gendarme de la bourse, a ouvert une enquête et soupçonne 2 établissements. La SBS, société de banque suisse, et l'américain Salomon Brothers. Christian Cambier, lui, représente 1200 petits actionnaires, malheureux mais déterminés. Il a porté plainte dès 1994 et va demander réparation pour le préjudice subi.
La dernière augmentation de capital, c'était 7 milliards. Comme par hasard, ça correspond à peu près aux frais financiers qui ont été payés aux banques depuis. Alors ça passe de notre poche à celle des banques. C'est bien gentil, mais on a pris un risque. On aimerait bien avoir les retombées de cette affaire. Et il y en a pour 57 ans de concession. Le trafic croît, l'exploitation marche de façon satisfaisante. On voudrait bien ne pas être spolié au moment où ça va devenir juteux. Pour le moment, le dossier est dans les mains de la justice. En attendant, spéculation et profits illicites pèsent sur l'action Eurotunnel qui, depuis le début de l'année, a perdu plus de 41% de sa valeur. Le mouvement de grève des conducteurs d'Eurostar est très suivi selon les syndicats, mais ses répercussions sur le trafic sont assez faibles. 2 allers-retours sur les 9 prévus aujourd'hui ont dû être annulés. Les conducteurs d'Eurostar réclament la prime accordée aux autres conducteurs de TGV. En Ile-de-France, le prix des loyers reste encadré en dépit des protestations des propriétaires. Et puis la redevance télé augmente de 4,5% l'an prochain. Elle passe à 700 francs pour un poste couleur. L'hebdomadaire VSD dépose son bilan, c'est officiel. VSD, c'est 300 000 exemplaires toutes les semaines. C'est un groupe de presse avec 2 autres titres, Les Beaux-Arts Magazine et Terre Sauvage. Il y aurait de gros problèmes de trésorerie. Avec nous ce soir, François Siegel, le directeur de VSD. Merci beaucoup d'être là ce soir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un dépôt de bilan? Vous avez, semble-t-il, 6 mois pour rectifier les comptes. Un dépôt de bilan, c'est une situation que connaissent beaucoup de chefs d'entreprise, de petits patrons en France. C'est la difficulté, effectivement, de faire ces échéances, de payer ses fournisseurs à date fixe et régulière. C'est une situation extrêmement difficile qui n'a rien à voir en fait avec la bonne ou la mauvaise santé d'une entreprise, mais c'est ce qu'on appelle les fins de mois. On parle quand même d'un trou de 50 à 60 millions de francs dans la caisse. Mais VSD est une entreprise qui réalise 450 millions de chiffre d'affaires, donc c'est une entreprise extrêmement importante et je veux dire, le déficit ou le trou de caisse est normal, je dirais, par rapport à la mobilisation de ce chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, face à cette situation de trésorerie extrêmement difficile, nous n'avons pas trouvé de meilleure solution que celle d'aller devant le tribunal de commerce, de leur demander stop en disant écoutez, accordez-nous un délai, nous allons négocier. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous estimez nécessaire d'aller devant le tribunal si c'est un trou relativement normal? C'est-à-dire qu'il y a les fins de mois. Je veux dire, une entreprise, elle doit payer ses fournisseurs normalement, payer son personnel normalement, et quand vous n'arrivez pas à le faire, soit vous trouvez des concours extérieurs, soit vous demandez à vos actionnaires est-ce que vous nous aidez à passer ce cap difficile, soit on trouve des concours extérieurs. Nous n'avons trouvé ni l'un ni l'autre. Donc au bout d'un moment, nous avons dit stop et on a essayé d'aller devant le tribunal de commerce, que nous avons fait pour dire accordez-nous un délai, accordez-nous une période de continuation pour montrer que nous sommes capables bien sûr d'être rentables, de redémarrer, parce que c'est vrai que VSD c'est quand même 300 000 exemplaires toutes les semaines. On dit qu'un de vos collaborateurs se serait montré indélicat, qui serait parti avec 50 à 60 millions. On dit qu'il s'appellerait Jean-Pierre Kana, ça serait directeur général. Il ferait partie d'une organisation religieuse bouddhiste japonaise qui s'appelle la Soka Gakkai, qui est proche d'un parti politique au Japon. Il y a dans ces révélations, il y a beaucoup de faux. Énormément de faux. Je pense que quand même un trou de 60 millions dans la caisse, ça se voit. Le trou de VSD n'est pas de 60 millions. Donc je crois que tout ça, ce sont des affabulations totales. Je dirais, si nous sommes séparés de notre directeur général, c'est sur des conditions purement de gestion, mais en tout cas, en aucun cas, parce qu'il y a un trou dans la caisse, ou en tout cas de l'argent qui s'est enfui. Ça, c'est faux, je dirais, et jusqu'à preuve du contraire. Donc ça, ce sont des élucubrations que je dément aujourd'hui totalement. Le seul point qui soit vrai, c'est qu'il fait partie effectivement de ce mouvement Soka Gakkai, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ce qui nous est donné, c'est la possibilité de continuer, c'est de dire à nos lecteurs que VSD sera en kiosque jeudi prochain et toutes les semaines, et que la rédaction du journal se bat avec moi pour continuer à maintenir le niveau, je dirais, de qualité qui est le nôtre. Écoutez, on vous souhaite bonne chance pour continuer pendant ces 6 mois. Un Boeing 737 s'est écrasé au Salvador. L'appareil transportait 67 personnes. Il s'est écrasé sur un volcan à 60 km de San Salvador. Il n'y a aucun survivant. L'affaire fait grand bruit en Bavière. La Cour constitutionnelle vient d'autoriser le retrait des crucifix des écoles. François Cornet. Disparu des écoles. Bannir la croix au nom de la liberté de croyance dans le système éducatif soulève un tollé chez les enseignants de Bavière, notamment dans les établissements privés à majorité catholique. En Allemagne, l'Église possède de nombreuses écoles ou crèches, épaulant sérieusement le système éducatif public. Une Église riche grâce à l'impôt que prélève pour elle l'État sur tout citoyen allemand, pratiquant ou non. En outre, le préambule de la Constitution place la responsabilité du peuple allemand devant Dieu et devant les hommes. Toutes les tentatives pour modifier cette phrase initiale, relancée en particulier après la réunification allemande, ont échoué. La décision de la Cour de Bavière est donc ressentie comme une grave atteinte à la mission évangélique de l'Église.
C'est le plus grand rendez-vous pour les scouts du monde entier, quelle que soit leur confession, ils se réunissent tous les 4 ans, c'est leur jamboree. Et cette année, pour la première fois depuis 20 ans, il avait lieu en Europe, près d'Amsterdam. Philippe Boisserie et Hervé Pozzo. À l'entrée du jamboree, ils font flotter les drapeaux du monde entier, car ils viennent Come from Kenya, Korea, Vichy, Turkey, Luxembourg, New York City, Nepal. car ils viennent du monde entier. Pendant 10 jours, ils ne vivent que dans un seul pays, celui du scoutisme. Une grande colonie de vacances, aux activités multiples, aux rencontres variées et aux échanges en tout genre. Bienvenue au stand du troc, où les cours de l'écusson et du badge fluctuent au gré des rencontres. Nous avons une collection complète de badges et on possède tous les badges de Hong Kong. Mais on aime aussi être ensemble, partager avec les quelques 30 000 personnes réunies ici. Et on adore camper. Les scouts de Brunei n'échangeront cependant pas leurs uniformes contre les kilts des Écossais. Ils préfèrent la culture italienne. Car des différences, il en reste. À chacun son culte, à chacun son organisation, de la plus stricte à la plus libérale. Tout le monde se retrouvant sous une bannière au message très rassembleur. Le futur, c'est maintenant. Au soir tombant, certains écopent de la corvée photo, car tous les groupes veulent poser devant le monument spécialement érigé pour ce jamboree. Dans un des campements français, c'est l'heure de la vaisselle. La tâche ne fait pas peur. Pendant toute l'année, ils ont multiplié les petits boulots pour se payer ce voyage et ce voisinage. C'est avec qui vous êtes le mieux entendu? C'est surtout les gens autour de nous, quoi. Pas loin. L'Uruguay, le Portugais. Et les mauvais voisins? Les Coréens qui jouent sans arrêt du tambour et voilà, c'est cool. La gigue, le yesh et Jean Petit qui danse. Merci. Tous les soirs, chacun présente un spectacle de son pays. Hier soir, les Français ont donc tenté d'apprendre la gigue aux Américains, aux Suédois, aux Sénégalais et même aux Coréens. On connaît le Mont Saint-Michel, sa merveilleuse baie, ses étendues de sable et sa fameuse marée qui monte plus vite que le galop d'un cheval, pardon. La tentation est pourtant grande de s'y promener, c'est toujours possible à condition de le faire avec un guide. Jérôme Laurent et Gabriel Camilla. Lieu privilégié de rencontre entre l'homme et la nature, la baie du Mont Saint-Michel attire chaque jour des milliers de touristes. Parmi eux, beaucoup d'imprudents qui sous-estiment les dangers réels de cette baie légendaire, les sables mouvants, la puissance de la mer qui, dit-on, remonte à la vitesse d'un cheval au galop, sont des pièges qu'il faut savoir éviter. Vous voyez comment ça fait ventouse? Bien, une personne non avertie va très vite paniquer dans le sable mouvant. Le premier pied, il est facile à enlever. Le deuxième, beaucoup moins. Et encore, là, j'ai des sables mouvants qui ne sont pas très profonds. Imaginez avoir ça avec de l'eau au-dessus. Tout de suite, c'est la panique et l'occasion peut-être de se noyer malheureusement. Alors, pour mieux vous faire connaître et comprendre en toute sécurité l'environnement du Mont Saint-Michel, des guides effectuent chaque jour, au gré des marées, des randonnées au cœur de la baie. C'est le dépaysement total. Là, on a quitté la civilisation au Mont Saint-Michel et là c'est le dépaysement total. Enfin, l'immensité, les couleurs, tout est pastel, tout est doux, tout est reposant. Dépaysement, voilà, c'est le terme. Voilà. Ici, l'espace et le temps se confondent, car depuis 20 millions d'années, les paysages sont quotidiennement redessinés à chaque marée. À quelques kilomètres des ruelles encombrées du mont, on prend le temps de s'arrêter, de regarder et d'écouter. Il faut que vous sachiez que cette rivière est une très très bonne rivière à saumon. Mais une très très bonne. On a toutes les connaissances d'un guide. Et alors c'est un problème de sécurité aussi parce que je pense qu'on déconseille aux gens de s'aventurer ainsi dans un endroit qui comporte certains risques. Et il suffit de suivre le guide, on peut lui poser toutes les questions qu'on veut. Si tu vas au mont, fais ton testament, dit la légende. Alors pour partir en toute tranquillité et profiter au maximum de ce lieu exceptionnel, c'est un petit peu comme en haute montagne, rien ne vaut la présence d'un guide. On reste dans le sable, ou plutôt sur le sable, mais du côté de Noirmoutier pour l'un des plus grands concours de châteaux de sable. En fait, il s'agit de bateaux. Nicolas Vinclair et Céline Remlinger. Au début, il paraissait calme, et puis...
Thibaut s'est mis à courir comme un dératé. Lui et son frère avaient un plan, ils allaient pouvoir le réaliser. Ça, c'est le bateau Donald qui est ici. Là, c'est le popotin. Là, c'est la petite tête à Donald. Et là, c'est le siège où Thibaut y va. Et il y a un autre siège qui est là. N'est-ce pas que c'est tout un monde, un bateau de sable? Ça se passait sur la plage de Barbâtre à Noirmoutier. Un concours, oui, pour de vrai. 2h30 pour faire le plus beau bateau de sable. Mais il y en a qui font rien qu'à se faire aider. Tu mouilles le sable avec ta main, oui, doucement, pour ne pas que tout s'écroule. Des adultes. C'est du jeu ou c'est pas du jeu? C'est du jeu. Mais hélas, il y avait pire, rien que des adultes, avec rien que des outils. Ils font un bateau comme de vrai, sauf qu'ils sont vieux, nas, et qu'ils n'ont rien compris au sable. Ce qui compte, vous allez voir, c'est la force et la vigueur de l'œuvre. C'est par exemple, allez, on va dire sa sincérité ou sa prise en compte des grandes tendances de l'actualité. Est-ce que l'art n'est beau que lorsqu'il est éphémère ou c'est le contraire? Je crois que c'était le contraire. Le jury est arrivé, il a fait gagner celui-là, mais c'est pas grave. Thibaut était à bord du bateau Donald. Les autres ne servaient qu'à faire joli. Le sien, nom d'un chien, il était déjà à des milliards de kilomètres. La course en solitaire du Figaro, c'est Alain Gauthier qui vient de remporter la deuxième étape entre Kinsale en Irlande, et La Rochelle. Il est arrivé à 19h48 très précisément. On a fait la fête hier soir à Bastia. L'équipe bastiaise poursuit sa course en tête du championnat de France de première division. Pourtant, le calendrier ne lui est pas particulièrement favorable. Bastia avait déjà battu Bordeaux il y a quelques jours, 2-0. Et hier soir, les Bastiais se sont offerts Monaco par le score de 2-1. 2 buts, vous voyez donc maintenant. Un mot sur Cantona qui reste en Angleterre au Manchester United, c'est confirmé. Et un mot sur l'Allemand Michael Schumacher en Formule 1. Il aurait signé chez Ferrari. L'annonce officielle devrait être faite dimanche au Grand Prix de Hongrie. Sur la route des festivals, l'étape de Ramatuelle est presque devenue incontournable. Depuis 11 ans, Jean-Claude Brialy reçoit des chanteurs, des humoristes et des troupes de théâtre, bien sûr. Sandra Smith et Éric Georgeot. Le théâtre a investi les lieux, un doux rêve que Ramatuelle a réalisé il y a 11 ans. La scène et les gradins n'existaient pas, c'était la place d'un figuier et de potager. Mais en 27 jours, le théâtre a fait son trou pour accueillir son festival. Et c'est Jean-Claude Brialy qui a pris les rênes de ce rendez-vous d'été. Le directeur artistique a d'ailleurs élu domicile dans le village. Les vieilles pierres ont vu passer Gérard Philippe, le comédien repose au cimetière voisin. Le charme à l'état pur. Ce sont des maisons, vous voyez, typiquement de Ramatuelle, bonjour madame, avec des petits escaliers qui grimpent, comme ça, puis des fleurs, des bougainvilliers. Regardez comme c'est beau avec ces grandes fenêtres, ces volets, tout ça c'est magnifique. Jean-Claude Brialy a trouvé un pilier du festival. C'est le curé de Ramatuelle, un spectateur averti. Vous êtes un des premiers fidèles. Nous on est moins à l'église, mais vous êtes fidèle au festival. Un peu plus tard, le théâtre est prêt, la place de Monsieur le curé aussi. Seul invité en retard, Jérôme Savary, les charmes de la Provence l'ont retardé. Je joue comme on boit un coup à la fin d'un repas. Et là, j'étais chez un ami, André Tomaso, qui a une maison sur la plage. Et il nous a fait un dîner formidable. On a bu un petit coup de rosé de Provence. Savary et ses vieux copains du Magic Circus font la tournée des festivals. Une grande farce en forme de comédie musicale avec une égérie, Nina Stromboli. Monsieur le curé, amateur de pièces de Racine, ne s'attendait pas vraiment à ce type de spectacle. Ça vous a plu? C'est pas tout à fait Britannicus. Mais le lancer de coussin ne trompe pas, à Ramatuelle, le doux délire a séduit. Et puis en été, pourquoi sabrer le champagne dans les coulisses? La chaleur se vit sur scène, avant de retourner sur la plage avec les copains. C'est sans doute l'une des idées de spectacle les plus loufoques qu'on ait vues depuis longtemps. Elle nous vient des États-Unis, bien sûr, mais son auteure est française. Elle a choisi de transformer les spectateurs en voyeurs, une version théâtrale et systématisée du fameux Fenêtre sur cour d'Hitchcock. Aubrey Edler. C'est le spectacle parfait pour tous ceux qui ont toujours rêvé de lorgner chez les autres sans jamais oser le faire. Le public est assis dans la rue, jumelles en main, écouteurs aux oreilles pour suivre les dialogues. La scène, une dizaine d'appartements dans l'immeuble d'en face. Dissiper la gêne de jouer les voyeurs, on s'habitue très vite à violer en douce l'intimité de ses voisins d'un soir.
On reluque d'abord, c'est classique, les jeunes mariés qui se promettent tout l'amour du monde pour passer à l'étage du dessous chez leurs aînés qui, eux, ne se supportent plus. Il y a aussi les vieilles filles qui ragotent, l'immigrant qui dit à sa façon son mal du pays, les artistes, des snobs délicatement insupportables, et l'on surprend tout à coup le voyeur de l'immeuble, rivé à sa paire de jumelles, braqué sur nous. On est tous curieux de savoir ce qui se passe dans la vie des gens. Je crois que c'est vrai que mon travail, c'est pas sur le voyeurisme sale ou vicieux ou méchant. Je crois que c'est un voyeurisme qui est plus savoir comment est-ce que les autres gèrent leur vie et peut-être pour plus apprendre comment on peut gérer la sienne. Alors que la télévision de ceux du 10e braille inlassablement pour vous rappeler qu'on étouffe, on découvre l'ange, il habite à portée de ciel, qui semble, avec une sage indifférence, passer d'une vie à l'autre. On s'attache aussi à l'habitant du 7e, qui d'exercice en métamorphose se cherche avec terreur. La vie passe, les jeunes mariés s'aiment, mais se le montrent moins. La famille juive est restée intègre, mais comme figée hors du temps. L'homme du 7e s'accepte dans la mort. Le voyeur voit, rappelé à l'ordre toutefois, par l'ombre de la liberté qui juge cette humanité parfois bien ingrate. Et quand l'ange décide de nous laisser tomber, l'on finit par penser que c'est soi-même que l'on vient d'observer. Voilà, fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, avec ou sans jumelles d'ailleurs, la météo d'Isabelle Martinet. Elle nous annonce du soleil au nord et des nuages au sud demain, ce qui est original. Vers 0h15, le dernier journal, ce sera Antoine Cormery. À 13h demain, bien sûr, Daniel Bilalian. Et moi, je vous retrouverai vers 20h. Bonne soirée sur France 2.